Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie du variant Delta? On voit que c'est en train de se développer un peu partout. Il y a une mesure qui est apparue qui est assez intéressante, qui est la hauteur du pic, c'est-à-dire le nombre de cas journaliers, par rapport aux pics les plus élevés qu'on avait eu par ailleurs. Et donc, moi, dans ce que j'observe, et je parle de ce que j'observe, et comme Didier Raoult, pas comme directeur de l'IHU, ni comme membre de l'assistance publique, que les choses soient claires. C'est moi qui parle et qui vous donne mon avis sur les observations. Globalement, ici, on en est à 65% du pic le plus élevé. Et globalement, c'est ce qui se rapporte dans la plupart des pays développés. Et alors, de manière intéressante, c'est complètement déconnecté de l'importance de la vaccination. Là, par exemple, sur ce graphique, vous avez un des pays qui a le mieux lutté contre la maladie en termes de mortalité, de surveillance, de rapidité de détection, qui est l'Islande. Eh bien, l'Islande a plus de cas maintenant que jamais, alors que l'Islande est le pays qui a été le plus vacciné de tous les pays développés. D'accord ? Plus de 90% de la population est vaccinée, et vous avez plus de cas que ce qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, il faut regarder les choses avec un peu de réalisme. Globalement, la protection vaccinale contre les variants est modeste en termes d'épidémiologie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas un rôle individuel pour protéger ceux qui ont le plus de facteurs de risque dont je vais vous reparler. Donc, c'est une vaccination dont on ne peut pas dire qu'elle est inutile chez les gens qui ont un risque de faire une maladie, éventuellement chez les gens qui sont surexposés parce qu'ils traitent des malades qui ont le Covid. Pour le reste, c'est-à-dire au niveau de la population générale, on ne peut pas dire qu'il y ait un succès corrélé avec l'importance du vaccin et l'importance de la distribution du vaccin. C'est pareil aux États-Unis. Les dernières données que j'ai regardées hier, l'État qui a le plus vacciné, c'est le Vermont. L'État dans lequel la progression du variant Delta ou indien est la plus rapide, c'est le Vermont aussi. Donc, c'est encore une fois, c'est pas la panacée pour éviter la diffusion de ça. Je suis content d'ailleurs que mon ami Alain Fischer ait maintenant la même opinion que moi. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, sur lequel il disait que personne n'aurait pu imaginer ceci il y a quelques mois. Moi, c'est ce que je disais, c'est une maladie qui n'est pas très immunisante. Il y a des gens qui rechutent. Dans les maladies qui rechutent, c'est rare qu'on ait des vaccins miracles. Déjà dans les maladies qu'on n'a qu'une seule fois, souvent il faut faire des réinoculations parce que l'immunité acquise par la vaccination est moins puissante que l'immunité acquise par la maladie naturelle. C'est une maladie qui est plutôt du type de la grippe sur lequel il y a plusieurs variants, donc on sait bien que la grippe, on est obligé de vacciner tous les ans parce que c'est saisonnier et de faire des mélanges qui varient en fonction des souches qui circulent, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas non plus extraordinairement surprenantes. Donc ça joue un rôle, en particulier avec les vaccins que nous avons actuellement dans la défense des gens qui sont les plus fragiles vis-à-vis de cette maladie. Moi, je ne crois pas aux bagages magiques et je suis désolé d'ailleurs de ne pas avoir un message plus enthousiaste, mais je suis un scientifique et donc j'observe et j'analyse les observations. Ceux qui suivent, j'avais dit au début, écoutez, moi je suis content qu'il y ait des pays qui soient leaders dans la vaccination massive parce que ça nous donnera la possibilité de les analyser. C'est mon maître Marcel Pagnol qui disait ça à son fils. Pendant qu'on mesure au fond, on laisse un peu mesurer les autres. Et là, on a laissé mesurer les autres, et que ce soit Israël, l'Angleterre ou l'Islande maintenant, on voit que quand même le contrôle de l'épidémie ne passera pas que par ça. C'est une des armes que nous avons, il y en a d'autres. Il faut maintenir, moi je crois beaucoup au passage des mal à l'alcool. Je pense que c'est même plus important que tout le reste, parce que, on verra, il y aura une présentation qui sera faite par Colson. On voit que les maladies qui sont associées à des rhinites, c'est-à-dire le rhinovirus et le Covid, c'est un foyer de multiplication très important dans le nez,
n'ont pas été contrôlées par les mesures qui ont été mises en place, alors que celles des infections respiratoires profondes, c'est d'abord la multiplication pulmonaire. Dans le Covid, la multiplication pulmonaire est secondaire. La multiplication pulmonaire, eh bien, ceux-là ont régressé d'une manière très importante pendant cette année, du fait probablement des mesures de confinement, donc il y a eu un bénéfice à ça. L'essentiel, à mon sens, ça reste de se nettoyer les mains, parce que vous allez avoir n'importe qui a un rhume, et vous comprendrez comment on transmet le rhume. Vous verrez bien que c'est pas parce qu'il vous éternue dessus, mais parce que vous vous essuyez le nez, et même si vous avez un masque, vous essuierez le nez. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est essentiel, sur lequel il faut faire très attention, qui est l'alcool, pour lequel il y avait une poussée d'utilisation importante, et qui est moins utilisée maintenant. Voilà. Donc ces données sur les virus posent une question qui revient d'une manière très régulière, qui est est-ce que l'on doit donner la réalité ou la cacher si elle va contre les recommandations ou ce que l'on croit qui est bon. Moi, je crois qu'il y a plusieurs rôles dans la vie. Moi, j'ai toujours pensé que mon rôle à moi, c'était pas de faire la politique de santé publique ou de faire ministre de la Santé. Je me substitue pas, et puis je ne voudrais pas, honnêtement, je ne saurais pas le faire. Mais, en revanche, moi, je suis là pour expliquer les résultats des autres, ce que moi j'observe, et donner les chiffres. Et quand on commence à cacher les chiffres, ça veut dire que déjà on sait qu'on a perdu. Donc il faut donner les chiffres, et si les choses ne vont pas dans le sens que l'on espérait, il faut les modifier. Mais c'est une vraie question, et je sais bien que nous, notre élite a été formée scientifiquement par un scientifique qui avait expliqué que quand on avait à choisir entre les données et le risque social que l'on risque qui est d'apparaître avec la diffusion des données, il ne fallait pas choisir les données. C'est un scientifique, c'est très étonnant, c'est un revirement qui a été débattu dans les sciences humaines et sociales, c'est le papier le plus débattu au monde, qui est, est-ce que ce qui est plus important, c'est les données, ou est-ce que ce qui est plus important, de dire la réalité, ou est-ce que ce qui est plus important, c'est de dire ce qui va dans le sens que l'on pense bon pour la société. C'est une vraie question. Voilà. Mais chacun a ses rôles. Nous, on est plus du côté des données réelles que des données. Alors, quelles sont les populations les plus à risque et comment faire pour diminuer le risque pour ces populations ? Là, pour rejoindre les données dont je vous parlais, qui sont les données réelles, chiffrées, je suis très content. On a fait un papier qui vient d'être publié récemment, qui est online. Vous pouvez le consulter pour ceux qui lisent l'anglais. Et donc, où on a comparé la stratégie française aux autres stratégies, et puis les résultats dans différentes régions de France, parce qu'il y a eu des différences absolument considérables entre les unes et les autres. Et donc, on voit bien la France, la politique de la France, au départ, personne ne le conteste d'ailleurs, ça a été, il n'y avait pas de test, mais on a eu des mesures de contention parmi les plus drastiques avec celles de l'Italie. Donc c'est nous qui faisions le moins de tests au départ, de tous, dans tous les pays développés. D'accord ? Jusqu'à ce que ce soit rattrapé, et en particulier, après que j'insiste particulièrement, parce que au départ, nos centres nationaux de référence disaient qu'il n'y a que eux qui pouvaient faire des PCR qui étaient valides. Jusqu'au moment où on a fini par avoir plus de PCR que n'importe qui au monde, et que tout le monde se mette à les faire, parce que techniquement, ça ne représente pas de difficulté. Donc, mais cette idée qu'il fallait restreindre les PCR à l'Institut Pasteur et au centre de référence, pas pour le coronavirus, qui est devenu celui du coronavirus, mais pour l'hypnopathie à Lyon, a entraîné, nous au départ même, on nous disait, vous devez faire confirmer vos résultats par les centres de référence. Donc cette limite, non pas de moyens, ça je ne suis pas d'accord, c'est pas les moyens qui manquaient, c'est la volonté de laisser les gens tester une maladie qui était en train de devenir épidémique. Donc c'est un choix qui a été fait, c'est un mauvais conseil qu'on a donné à ce gouvernement, et malheureusement, effectivement, il y a eu un retard au début assez important. Après, d'une manière très intéressante, vous voyez, on a regardé, et je pense que c'est bien que tout le monde est présent à l'esprit, cette maladie, en fonction de la prise en charge, cette maladie ne tue pas la même population.
D'accord ? Si vous la prenez en charge, et donc moi je tiens beaucoup, je redoute que le nouveau directeur général ne veuille pas que l'on traite les gens comme on les a traités jusqu'à maintenant. Ici, mais si vous regardez ces données-là, qui sont là aussi accessibles online, vous voyez que les gens qui ont été pris en charge sur les bateaux, vous voyez, là, tout le monde a été testé, on sait exactement quelle est la mortalité. Vous voyez. Donc ça, c'est sur les bateaux, que ce soit la Diamond Princess ou l'USS Theodore Roosevelt ou Charles de Gaulle, vous voyez, qui sont des bateaux sur lesquels il y a beaucoup de gens qui ont été infectés, plus de 500 à chaque fois. On a pu mesurer la mortalité. Vous voyez que la mortalité est extrêmement faible chez les sujets jeunes, chez les 0-39 ans, pratiquement, quasiment aucun mort. D'accord ? Quelle que soit la prise en charge. En revanche, quand vous regardez à 40-59 ans, vous avez une différence dans la prise en charge qui commence à devenir importante. D'accord ? Nous, on rapporte nos résultats, sauf à dire qu'on ment, mais nous, nos données publiées jusqu'en en août sont parfaitement disponibles et accessibles à qui veut. On a proposé à méthodologistes parisiens de venir les analyser ici, pas de problème. Hein. Ça fait 1 million de données qui sont disponibles, c'est énorme. Deuxièmement, donc la mortalité, ici, quand on traite les gens, vous voyez qu'elle est extrêmement basse entre 40 et 59 ans, vous voyez, c'est le tout petit plot. Ensuite, de 60 à 79 ans, elle est aussi plus basse, et puis au-delà de 80 ans, elle est aussi plus basse. Donc ça veut dire que celle-là, comme d'ailleurs les deux premières, là, hein, c'est-à-dire celle d'Allemagne et celle de Grande-Bretagne à ce stade-là, ont été plus basses parce que la prise en charge a été différente. Donc la prise en charge est un élément majeur de la mortalité. Et ça commence au test, on prend les tests, ensuite on les regarde, on a eu l'occasion. Je suis content, à peu près 90% de ce qu'on a dit au fur et à mesure a fini par être recommandé par la haute autorité de santé. Ils font une fixation sur la chloroquine et l'ivermectine, enfin pour le reste, tout ce qu'on a dit était les premiers à décrire, a été mis en place. Donc cela représente, quand vous regardez, ça c'est les données de l'INSEE, si vous regardez les données de l'INSEE sur la surmortalité, jusqu'en octobre, eh bien vous voyez qu'il y a une surmortalité dans notre région, à côté de l'Île-de-France, qui est négligeable, alors qu'elle est très forte en Île-de-France et dans le Grand Est. Et donc si vous regardez la mortalité chez les patients de moins de 60 ans dans les différentes zones françaises, vous voyez que, ce qui est très important, parce que ça neutralise la fréquence de la maladie. Donc s'il y a des sujets plus jeunes qui meurent, eh bien, c'est qu'il y a une infection avant sur la prise en charge. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des données, tout ça c'est écrit, c'est des données, c'est analysé, c'est pas des nôtres, c'est des données qui sont accessibles à n'importe qui, tout le monde peut le regarder. Mais la question est de savoir, ce qui est important, c'est les données, les chiffres, ou ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça risque de vouloir dire, est-ce que c'est bon politiquement, pas politiquement, est-ce que c'est bon pour la santé publique, ce qui n'est pas, moi, mon problème. Mon problème, c'est d'analyser les choses, comprendre les choses, parce que les conséquences de ça ne sont pas nécessairement maintenant, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, mais cette accumulation de données, cette analyse des données, permettra, avec le temps, de faire qu'on comprendra ce qui se passe. C'est la même chose pour les vaccins. Je crois qu'on a été les premiers à dire, aussi en se faisant traiter d'antivax, simplement parce qu'on constatait les choses, que le vaccin AstraZeneca, chez les femmes de moins de 60 ans, il ne fallait pas le faire, parce qu'il y a toute une série de troubles, en particulier de coagulation, avec des embolies, et que donc le bénéfice pour les femmes de moins de 60 ans à être vaccinées par le vaccin AstraZeneca était moindre que le risque. Quand on écrivait ça, ce qui était sur notre site, ce qui nous évite d'être censurés pour l'instant, parce que la censure, alors sur l'hydroxychloroquine et le vaccin, ça y va à l'arigot, le Lancet écrivait que ça ne remettait pas du tout en cause. Et puis maintenant, même AstraZeneca le déconseille aux femmes de moins de 50 ans. Donc, vous voyez que la roue tourne au bout d'un moment, et que donc d'être dans la réalité, ça finit par se voir. Pareil pour la vaccination. Maintenant, on disait c'est 99%, puis 95% avec le Pfizer. Maintenant, les études récentes de la Mayo Clinic, avec l'état actuel de l'épidémie, donnent des chiffres de 40%. Et donc,
on voit bien, attendez, entre un essai à un instant T avec un variant donné et puis la vraie vie, il y a une grande différence. Mais ça ne veut pas dire, tout le problème, c'est que si on reste dans cette vision du tout ou rien, du pro-vax et anti-vax, qui est un langage d'imbécile, c'est les idiots qui disent ça. On ne peut pas être entièrement anti-vax et entièrement pro-vax, ça n'a pas de sens. Moi, ça fait 20 ans que je m'excuse, hein, les gens qui veulent m'expliquer la vaccination, moi j'ai fait un livre dessus, ça fait 20 ans que j'explique ça, que je pose des questions aux étudiants ou aux gens à qui je fais une conférence. On va regarder pour les vaccins, et je dis, levez la main ceux qui sont pour les vaccins, levez la main ceux qui sont contre les vaccins. Je leur dis, écoutez, c'est une réponse idiote, des uns comme les autres. On ne peut pas dire je suis entièrement pour et entièrement contre. C'est, attendez, pour qui, quand, à quel moment, dans quel endroit? Vous n'avez pas commencé à faire les vaccinations contre l'encéphalite japonaise, quelqu'un qui vit en Islande, c'est idiot. Donc vous n'êtes pas pour le vaccin, la généralisation de la vaccination. Vous n'allez pas faire la fièvre jaune maintenant en Hollande. Vous voyez, donc ça veut dire, non, attendez, maintenant si vous avez dans une zone dans laquelle il y a une recrudescence de la fièvre jaune, il faut vous faire vacciner. Donc la question est, quand une maladie a disparu, il y a un désastre avec le vaccin vivant de la poliomyélite qui fait qu'actuellement on a plus de poliomyélite dans le monde avec le vaccin vivant de poliomyélite qu'avec la poliomyélite elle-même. Et on a vu réapparaître la poliomyélite dans l'Amérique du Sud, où ça avait disparu du continent depuis 20 ans avec du vaccin vaccinal. Donc il y a des choses dans un sens et des choses dans l'autre. Tout ça, il faut essayer d'être raisonnable et de regarder dans chaque situation sans que tout devienne une histoire de drapeau entre les bons et les méchants, les passéistes et les modernistes, les pro-vax et les anti-vax. Tout ça, c'est de la réflexion binaire, c'est bête. Voilà. Et donc, il faut regarder dans chaque situation, écoutez, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour la société. Ce qui est bon pour moi, c'est quelque chose qui me protège de quelque chose de grave ou d'embêtant. Qu'est-ce qui est bon pour la société, c'est quelque chose qui empêche la diffusion du virus. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord ? Il faut essayer d'être intelligent, ce qui est compliqué. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est alors avec la gravité? Est-ce que ça améliore ou est-ce que ça diminue? Est-ce que ça diminue la gravité de la maladie quand on est vacciné ou pas? Est-ce que le fait d'être vacciné diminue la gravité de la maladie? Pour l'instant, c'est très difficile à évaluer. Moi, je ne sais pas le faire. Ça a beaucoup irrité aussi les gens ici que je dis ça. Je ne sais pas le faire et je crois que personne ne sait le faire en réalité pour l'instant. Parce que nous n'avons pas assez de données et surtout, on n'a pas assez de données autonomes, indépendantes. Voyez, moi, je le vois sur l'histoire de l'AstraZeneca et des thromboses. Je le vois il y a des divergences dans l'évaluation des effets secondaires des vaccins qui sont absolument spectaculaires, qui vont du simple à 10 fois plus. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel c'est devenu le dernier sujet le plus sensible. Alors, on a dit, écoutez, voilà, ceux qui sont vaccinés ne sont pas contagieux. Moi, j'ai entendu dire ça, le truc officiel, ce qui nous étonnait beaucoup, parce qu'ils avaient des PCR qui étaient positifs. Ils disent, alors, il y a des gens qui disent, oui, peut-être qu'ils ont une PCR positive, mais pas de virus. On cultivait beaucoup de virus. Bernard Lascola, ici, a cultivé plus de virus de Covid que n'importe qui au monde. Donc, si, ils ont des virus circulants. Après, ils ont dit, non, mais il y a des gens qui ont commencé à dire, oui, les PCR les charges virales sont plus basses. Alors, c'est pas vrai, elles ne sont pas plus basses. Maintenant, il y a 3 papiers qui sortent dessus, qui disent, elles sont au même niveau. Il y a même, nous, on trouve même que les charges virales sont plus importantes chez les gens qui ont été vaccinés ou pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait rien du tout. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que les gens qui sont vaccinés, qui sont infectés, ne sont pas contagieux. Ils sont contagieux comme les autres, il faut les traiter comme les autres, il faut faire attention. Et donc, les gestes de précaution qu'il faut avoir chez les gens vaccinés sont les mêmes pour l'instant, dans la situation épidémique dans laquelle on est. Hein. Et donc, la deuxième chose, c'est comment on mesure ça. Alors, c'est très compliqué parce que, comme ça, je ne veux pas terminer sur des mauvaises nouvelles, je veux terminer sur des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça, c'est la mortalité observée, le nombre de cas et la mortalité observée ici, en fonction des variants. On a fait plus de variants que tous les autres. Là aussi, on était les premiers à dire qu'il y avait des variants. Il a fallu 3 mois aux autres dans le monde pour se rendre compte qu'il y avait des variants, parce que nous, on disait ça en août-septembre.
Et que finalement, les gens se sont rendus compte en novembre, en janvier, qu'il y avait des variants. Enfin, donc les 3 variants qui ont été le plus... Donc tout ça, c'est sur 28 000 identifications de génotypes de virus. Et donc, on regarde là, vous voyez, le nombre de cas détectés ici, le nombre de cas qui ont été hospitalisés, le nombre de cas qui sont allés en réanimation, et le nombre de morts. Et donc, vous voyez que là, le delta, il est ici, et pouf, le nombre de patients hospitalisés en réa, maintenant on est à 41 en réa, et le nombre de morts est beaucoup plus bas, vous voyez, que ce que l'on a vu avec le Marseille 4, qui pour nous a été le plus sévère. Voilà. Et puis ensuite, ça c'est le Yuga ou Alpha, et ensuite c'est le Delta ou Indian. Donc la gravité générale de ce variant, et bien sûr, ces variants sont associés à des gravités différentes. Nous, on l'a constaté dès le départ, et qui sont, on l'avait évalué pour au moins 3 des premiers variants qu'on a analysés en détail, qui sont indépendantes de l'âge. C'est vrai que quand c'est l'été comme ça, on a plus de jeunes qui sont infectés, donc comme vous l'avez vu, les jeunes font des formes beaucoup moins graves, mais indépendamment de l'âge, il y a une différence de gravité que l'on observe chez les gens qui sont infectés par ce variant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui n'est pas, jusqu'à présent, comme on l'a vu, nous on a un peu moins de 1000 personnes qui ont été vaccinées et qui ont fait une infection, qui ont été observées, qui n'est pas dépendant, pour autant qu'on ait été capable de le mesurer actuellement, de la vaccination. Donc c'est possible que la vaccination diminue la gravité, c'est bien possible, on verra bien. Mais pour l'instant, on n'a pas les données qui permettent de confirmer que c'est vrai. On peut avoir un discours qui est un discours encourageant pour la vaccination. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais actuellement, des données qui démontrent ça, on ne les a pas. Et donc, c'est en analysant les données que l'on avancera, parce que il faut bien qu'il y ait des données qui permettent de conserver une certaine crédibilité des uns et des autres. Si tout ce qu'on dit se révèle être déraisonnable quelques mois après, l'adhésion de la population à ce que nous disons et ce que nous leur avons dit finira par s'effriter. Et le fait de simplement donner des ordres aux gens, ou de leur dire, écoutez, on sait ce qui est bon pour vous, ne suffira pas à arrêter l'épidémie. Donc l'épidémie, elle fait ce qu'elle veut, je ne peux pas vous dire ce qu'elle fera. La meilleure option, la meilleure hypothèse, qui est celle que j'ai actuellement, c'est que, comme probablement dans l'histoire de toutes les grandes épidémies chez l'homme, au fur et à mesure des différentes poussées épidémiques par des variants, la sévérité diminue, que donc on devrait arriver un jour ou l'autre à ce qui est arrivé par exemple avec la grippe, la première épidémie vraiment documentée qu'on a eue dans le XXe siècle, c'est la grippe espagnole, que la mortalité était considérable et qui n'avait rien à voir avec celle-là, qui touchait les jeunes, qui tuait les gens de 20 ans, en pleine forme, parce que les grandes épidémies ont concerné les camps de soldats. Et puis petit à petit, on voit avec tant de temps apparaît un variant important qui peut donner une épidémie un peu plus sévère, contrôlée en partie par les antibiotiques, parce que on mourrait surtout par surinfection. Et donc, je pense, parce que l'histoire d'une certaine manière se répète, même s'il y a beaucoup d'éléments inattendus, qu'il est possible qu'on tende vers des poussées épidémiques qui prendront peut-être un aspect saisonnier, mais la saisonnalité, c'est une chose extrêmement compliquée. Et puis, vers des formes qui seront de moins en moins sévères. Moi, c'est ce que j'espère. Parce que vous savez, globalement, sur les infections respiratoires endémiques, la mortalité est de cet ordre, 0,2%. Hein. Donc elle n'est pas négligeable non plus, et elle touche les gens qui sont les plus fragiles aussi. Donc on tombera peut-être dans ce niveau-là de gravité. Merci beaucoup.